BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Vos placements, nos conseils et puis surtout les conseils aujourd'hui d'Elisabeth Marie qui nous accompagne. Bonjour Elisabeth. Bonjour Étienne. Vous êtes directrice de la gestion privée à Laplace. Vous accompagnez les institutionnels mais aussi des clientèles particuliers dans leurs questions. Mais aujourd'hui, on va répondre à la question des auditeurs, téléspectateurs, mais aussi de vos clients. Et ça peut vous intéresser, vous, auditeurs, puisque vous allez peut-être vous reconnaître dans certaines situations. Alors on commence avec la question de Nicolas. Mon CGP, mon conseiller en gestion de patrimoine, donc me propose un contrat de capitalisation. Quelle est la différence avec un contrat d'assurance vie ? Alors tout d'abord, un contrat de capitalisation, qu'est-ce que c'est ? C'est un produit d'épargne qu'une personne physique peut souscrire et qui lui permet d'avoir accès à différents fonds à l'intérieur. Alors ça va du fonds euro à une diversité d'unités de compte. Et ce contrat de capitalisation, tout comme l'assurance vie, il permet de remplir deux objectifs principaux. Capitaliser en vue de se créer un capital pour des besoins futurs, mais aussi capitaliser en vue de se créer à un moment donné des revenus complémentaires. La grande différence entre le contrat de capitalisation et l'assurance vie, c'est le fait que le contrat de capitalisation est transmissible de son vivant. C'est-à-dire que l'on va pouvoir organiser des donations de ce placement, tantôt en pleine propriété, mais souvent dans nos conseils en nue propriété, et on le va transmettre grâce aux abattements qui existent en ligne directe, les 100 000 € par parent et par enfant, ou bien un autre abattement qui est moins usité très souvent, qui est l'abattement en ligne de grands-parents ou petits-enfants, qui est de 31 865 €. Grâce à cette donation qui peut se faire en démembrement de propriété, ça me laisse en tant qu'épargnante la possibilité de disposer des fruits de mon placement et de le transmettre le jour où je ne serai plus là. Alors la fiscalité du contrat de capitalisation et de l'assurance vie en cours de vie est identique puisqu'elle fonctionne par année de détention. Pour faire simple, depuis septembre 2017, si l'on orchestre des retraits, des rachats sur un contrat de capitalisation ou la même chose sur un contrat d'assurance vie, la taxation, ce sera la flat tax, 12,8 plus 17,2 de prélèvements sociaux. Et puis si on patiente, que l'on attend 8 ans pour dénouer son contrat, là on sera sur une taxation allégée au-delà d'un certain seuil qui est de 4 600 € pour un célibataire, avec une taxation forfaitaire à 7,5% cette fois-ci et 17,2 de prélèvements sociaux. Voilà donc à Nicolas, une réponse très complète. Après, ça dépend des situations. Il faut comparer. Le cas de l'un n'est pas le cas de l'autre, bien sûr. Et puis, Étienne, ce que l'on peut souligner aussi, on parle de contrat de capitalisation pour les personnes physiques, mais la gestion de la trésorerie d'entreprise aujourd'hui se fait énormément via les contrats de capitalisation. Et la cerise sur le gâteau, si on veut une gestion financière très développée, c'est d'utiliser aussi les contrats de droit luxembourgeois qui ont une force aujourd'hui dans une gestion de patrimoine. Autre question, cette fois de Cédric, qui se pose la question concernant l'un de ses appartements, s'il doit le mettre en location nue ou en location meublée. Ah oui, la location meublée, elle a beaucoup d'avantages et souvent on pense à la location meublée pour des avantages fiscaux. La location meublée, pour définir le cadre, c'est la mise à disposition d'un bien meublé, donc qui est garni de certains meubles. Donc la liste a été fixée par un décret du 31 juillet 2015. Et cette location meublée, eh bien, si sa fiscalité est intéressante par rapport à de la location nue, notamment dans la situation où on a la possibilité, quand on déclare ses revenus, et c'est la période actuelle des déclarations, quand on a de la location meublée, on peut avoir accès à un abattement soit forfaitaire, ce qu'on appelle le micro-BIC, puisque les revenus meublés se déclarent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou bien déclarer ces mêmes revenus selon leur niveau au réel, en déposant une 2031 à son service des impôts des entreprises. La location meublée et la location nue, par contre, répondent à un certain nombre d'objectifs. Et pour répondre à Cédric, c'est vrai qu'il faut tenir compte de plusieurs éléments, notamment la durée de location que l'on souhaite, puisque sur la location meublée, on va avoir une durée minimale de location d'1 année,
alors qu'une location nue, elle, on part au minimum sur un bail de 3 ans. Puis après, il y a aussi pas mal de particularités, notamment pour donner une dédite à son propriétaire ou pour reprendre le bien pour l'habiter. Mais assez brièvement, d'un point de vue fiscal, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que bien souvent, c'est plus intéressant de faire du meublé, dans le sens où on peut déduire pas mal de choses des revenus que l'on déclare sur sa feuille d'impôt. Tout à fait, puisqu'on viendra déduire également un élément quand on est en meublé. On va constater la dépréciation de l'immeuble et des meubles et on va déduire les amortissements des revenus que l'on encaisse. Donc un revenu identique entre une location nue et une location meublée, le résultat taxable sera bien moindre du côté du meublé. Après, c'est pas indéfini, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, il y a peut-être plus grand-chose à déduire et dans ce cas-là, ça vaut plus le coup. Alors les amortissements, quand on parle d'amortissement immobilier, on est sur des périodes longues. On est au minimum sur 25 ans ou 30 ans à voir. Par contre, il y a un élément qui est très important, c'est que la location meublée, il y a toujours ce statut. Est-ce que je suis loueur en meublé non professionnel ou professionnel? Et c'est un élément intéressant à en prendre en compte. Selon le nombre d'appartements meublés que l'on possède, on peut se retrouver dans des situations où le bien va sortir de la base taxable de l'impôt sur la fortune immobilière, de l'IFI aujourd'hui. Donc c'est très intéressant. Le seul élément, et je tiens à attirer l'attention des auditeurs, c'est que la location meublée, lorsqu'on est dans le cadre professionnel et dans le cadre aussi non professionnel et qu'on déclare au régime du réel, c'est la complexité lorsque l'on envisage de transmettre les biens, puisque ça a un effet négatif sur la base des amortissements. Donc toujours bien s'entourer d'un professionnel avant de faire le choix. On ne s'arrête pas à la fiscalité immédiate et on prend en considération tout ce qui entoure le meublé. Il ne faut pas hésiter à faire des simulations sur les différents dispositifs qui sont mis en place. Merci beaucoup Elisabeth Marie de nous avoir accompagnés. Il restait une question, mais bon, vous reviendrez avec toutes vos équipes de la place. Je rappelle que vous êtes directrice de la gestion privée. Merci en tout cas d'avoir répondu à la question donc, de Nicolas et de Cédric, donc, que ce soit sur les contrats de capitalisation, mais aussi sur les différents dispositifs si on souhaite louer un appartement ou une maison, que ce soit donc en location meublée ou en location nue. Elisabeth Marie, donc directrice de la gestion privée de La Place, qui nous accompagnait cet après-midi.